Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le jour J pour beaucoup de personnes, le jour où ils peuvent retourner en salle, le jour où ils peuvent reprendre leurs bonnes habitudes d'entraînement dans la salle de sport. Mais par contre, il y a quelques petits obstacles à ça. Le premier, c'est que en fait, vu qu'il nous impose entre guillemets certaines règles de sécurité, on va dire, pour les gestes barrières, etc. Vous avez dû voir que les salles de sport réouvrent sous certaines conditions. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu les petites conditions, bon, déjà, il va falloir respecter une distance de sécurité, mais il y a également quelque chose qui va un petit peu chambouler l'esprit muscu, l'esprit fitness, ça va être cette idée de réserver son accès à la salle de sport. Et ça, alors il y a quelques salles, celles qui sont les mieux équipées technologiquement parlant, on va dire, elles ont réussi à mettre en place un système de réservation. Donc de mémoire, pour avoir un petit peu observé les différentes salles, bon pas toutes, chacun trouvera son système, mais j'ai vu que c'était déjà premier point, on est obligé de réserver, donc sans réservation on ne pourra pas accéder au club. Et deuxième chose, c'est pour un laps de temps de 60 minutes. Donc ça pose divers problèmes. Alors déjà, la première chose, c'est que c'est très bien, les salles réouvrent et tout, c'est cool. Mais il va falloir par exemple faire un choix entre cardio ou muscu. Si on est dans un objectif de développement de masse musculaire et tout, allez faire votre muscu en salle pendant vos 60 minutes. Et si vous voulez faire du cardio, faites-le en extérieur, faites-le chez vous, avec les petits plans que je vous ai donnés là sur le site là pour faire du cardio à la maison ou même en extérieur, il n'y a pas de problème, mais essayez plutôt de rester sur de la muscu, on va dire, sur vos 60 minutes d'entraînement en salle. Donc, évidemment, la problématique en fait, c'est que la salle de sport, la muscu, c'est un sport qui a tendance plutôt à convaincre les gens qui veulent être libres. Quand je dis libre, c'est libre de pouvoir s'entraîner quand ils veulent. À l'inverse d'un entraînement de foot, de rugby ou autre, en fait, où on nous impose des créneaux horaires. L'entraînement en muscu, c'est un petit peu, je me sens bien, je prends la bagnole, j'y vais, et voilà, quoi. Et donc là, ça va mettre une petite contrainte supplémentaire, et on sait que, des fois la muscu, vu que c'est un sport où on s'épuise énormément quand on va chercher dans des barres lourdes et tout ça, déjà en temps normal, c'est compliqué parfois quand on est un peu fatigué et tout de se motiver à y aller, là, ça rajoute une petite contrainte, et cette contrainte, je pense qu'elle va être à la fois, pas nocive, mais on va dire, elle va se rencontrer régulièrement. Donc il faut s'y attendre. Si vous vous entraînez en salle, moi c'est plus mon cas, je m'entraîne à la maison maintenant, mais pour ceux qui s'entraînent en salle, attendez-vous à ce que il y ait cette contrainte là, et que alors à l'inverse, ça peut aussi, étant donné que vous avez mis une date, un créneau, vous avez réservé, vous allez peut-être vous sentir obligé d'y aller, mais il y a ce côté où les gens vont pas oser réserver parce que justement ils savent pas dans quel état de forme ils vont être, ou au moment où il va falloir réserver ils seront un peu claqués, donc ils vont pas le faire, alors que à l'heure où ils auraient dû y aller, la forme aurait été là. Donc voilà, ça met des petits freins. Moi, mon hypothèse, en gros, c'est que les salles, elles vont pas être super remplies, pour la simple et bonne raison que déjà, on va dire que par la contrainte du règlement, ça va pas être rempli, mais aussi parce que il y a pas mal de personnes qui ne vont pas y aller. Ils vont attendre que ça soit beaucoup plus fluide, c'est-à-dire qu'il y ait plus ce contrôle à l'entrée des salles pour pouvoir s'entraîner. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle. Pas mal de personnes attendaient ça. Voilà, en fait ça rentre un petit peu dans le défi de 20 jours. Pourquoi j'ai dit 20 jours? Parce qu'en fait dans 20 jours, si vous écoutez le podcast à sa sortie, dans 20 jours c'est l'été. Donc il y a beaucoup de personnes, ils se disent j'ai 20 jours pour m'entraîner, pour me remettre au top pour les beaux jours. Pas mal de personnes vont me dire mais on s'en fout, il faut pas se mettre la pression comme ça, on est bien, il faut s'accepter comme on est, etc. Bon,
La réalité quand même quand on fait du fitness, c'est que en été on a envie d'être en forme et puis en hiver on en profite un petit peu pour faire un petit peu plus de masse musculaire et s'envelopper un petit peu. Bon, moi je pense que la meilleure approche qu'il peut y avoir aujourd'hui, c'est d'avoir un entraînement hybride. Et quand je dis entraînement hybride, c'est d'avoir une planification, un plan, un programme, un état d'esprit ouvert pour avoir de quoi s'entraîner chez soi. Alors, si vous avez de l'équipement, tant mieux. Si vous en avez pas, du poids de corps et de la salle de sport. Pourquoi je dis ça? Parce que sinon, le nombre de séances va réduire. Alors, certes, il va y avoir les plus motivés qui vont réserver directement le créneau pour le lendemain à chaque nouvelle séance, mais j'en parlais lors d'une consultation il y a pas longtemps. Si on s'entraîne par exemple 3 fois par semaine, il faut se dire une chose, c'est qu'en 3 fois par semaine, c'est moins de la moitié de l'année qu'on passe à s'entraîner. Et donc, on peut pas espérer vraiment avoir un super physique en forme avec des entraînements qui sont moins de la moitié de l'année. Donc, quelque part, il faudrait trouver une solution pour pouvoir continuer à s'entraîner même les jours où on va pas à la salle. Et pour ça, je pense, et j'en suis convaincu, qu'il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. Et c'est là où c'est le plus compliqué, par exemple, pour les pratiquants les plus assidus de salles de sport, qui ont fait beaucoup de recherches sur l'entraînement en salle. Ces personnes-là, en règle générale, ont compris et ont bien ancré dans leur façon de penser que c'est l'entraînement en salle, c'est l'entraînement avec des charges additionnelles et tout qui fonctionne le plus correctement pour développer un muscle. Et donc du coup ça pose beaucoup de problèmes parce que quand on va leur dire voilà, tu vas devoir faire du poids de corps, etc., elles vont avoir une petite réticence à ça et donc du coup elles vont plutôt laisser de côté ce genre d'outils pour se développer ou même pour faire du sport. Et moi je pense que c'est le moment là d'ouvrir son esprit un petit peu et puis de voir ce genre d'entraînement comme des entraînements annexes, comme des entraînements pour bouger, comme des entraînements pour rester en forme, mais pas comme des entraînements pour vraiment à but hypertrophique, extrême, etc., où on va chercher les grosses perfs et enfin même tout simplement un développement de masse musculaire accru, comme on pourrait dire. Il faut voir ça comme un entraînement pour bouger, pour se mettre en forme, etc. Bien que si une personne ne fait pas de sport et se met à faire du poids de corps ou autre, ça va marcher, il n'y a pas de problème, ça va marcher à hauteur des capacités de la méthode d'entraînement, mais il va quand même y avoir des effets. Mais en tout cas, moi, ma stratégie, si j'étais à la place de quelqu'un qui devrait reprendre l'entraînement en salle aujourd'hui, j'aurais une approche hybride, c'est-à-dire une approche où il y aurait la salle de sport, mais il y aurait également d'autres formes d'entraînement à côté, de manière à conserver cette rythmicité que j'aurais pu avoir avant, c'est-à-dire de m'entraîner quasiment tous les jours, mais dans des configurations différentes, c'est-à-dire que par exemple lundi, mercredi et vendredi je fais de la salle, donc de préférence moi ce que je vous recommande c'est de plutôt, quand vous avez accès à la salle, faites ce qui est difficile de développer pour vous, par exemple si vous avez des points faibles etc, profitez-en pour les faire en salle de sport, tout simplement parce que vous allez avoir une plus grosse variété d'équipements, donc plus de mouvements, donc potentiellement plus de chances de pouvoir travailler un point faible, plutôt que le travailler avec peu de matos au poids de corps. Et vos points forts, de plutôt les travailler quand vous avez une petite restriction en termes de matos. Par exemple, je prends un exemple tout simple, mais si vous avez un point fort pectoraux et que chez vous, vous avez un banc, des haltères, vous pouvez les faire à la maison. Par contre, si vous avez un point faible épaule, profitez-en pour le jour où vous avez accès à la salle de sport, de faire vos épaules afin d'avoir les poulies, les câbles, les machines un petit peu complexes pour vraiment taper sur les fibres que vous avez du mal à solliciter quand vous vous entraînez avec peu de matos. Bon voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais faire en début de podcast. On a démarré fort, direct, il n'y a pas eu d'intro ni rien. Petite page de pub entre guillemets que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller voir en description de cet épisode, j'ai mis le lien pour une vidéo à peu près d'1h30 que j'ai fait sur, déjà elle s'appelle Agir correctement, 56 erreurs à éviter en muscu, et j'ai décidé dans cette vidéo de prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu de vous dire il faut bien manger, il faut faire du sport, vous donner des bons conseils que je fais d'habitude sur le site avec à chaque fois des nouveautés, des études et tout ça, pas de problème, mais
j'essaye de travailler sur une autre approche. Donc une approche qui est, enfin c'est pas j'essaie, je l'ai fait, c'est déjà dans la boîte et c'est déjà disponible en lien là. Une approche qui est inversée, c'est-à-dire de plutôt que de travailler sur les choses à faire, on va regarder les choses à ne pas faire. Et j'ai nommé, j'ai argumenté 56 erreurs à éviter en musculation. Tout simplement parce que il y a des personnes qui ont tendance à se laisser éclipser par les bons comportements qu'elles ont au quotidien. Je vais vous donner un exemple concret. Une personne qui va se mettre à manger beaucoup de légumes, parce qu'elle sait que c'est bon pour la santé, ça calme un petit peu la sensation de faim. Quand on mange beaucoup de fibres, ça apporte des micronutriments, enfin bon bref, voilà. Il y a des tas d'avantages à manger beaucoup de végétaux, beaucoup, dans la limite du raisonnable pour pas se rendre malade non plus au niveau digestif, mais je veux dire, quand on mange beaucoup de végétaux, on a ce sentiment qu'on fait quelque chose de plutôt positif. Et il y a dans cette catégorie de personnes, il y a des personnes qui se laissent qui laissent éclipser les mauvais comportements par les bons. C'est-à-dire qu'elles vont avoir des mauvaises habitudes alimentaires, par exemple, elles vont manger des mauvaises sources de glucides à des mauvais moments, elles vont avoir un mauvais timing, un mauvais sommeil, ou des entraînements trop peu intenses, mais parce qu'elles ont décidé et ont réussi à mettre en place un apport, une consommation de végétaux assez conséquente dans la journée, ça a tendance à leur faire oublier qu'elles ont plein d'autres défauts dans leur style de vie. Et finalement, cette formation que j'ai proposée sur les 56 erreurs à éviter, j'essaie de travailler là-dessus, sur déjà de remettre en lumière des choses qu'on aurait plutôt éclipsées, sous prétexte qu'on fait bien une chose, et ben ça éclipse l'autre, et surtout de voir un petit peu dans le quotidien tout un tas de choses que font encore pas mal de personnes, et beaucoup de croyances d'ailleurs par rapport au programme d'entraînement et tout, et d'essayer d'apporter un petit peu de lumière, toujours pareil, selon ma philosophie, qui s'articule autour de 3 piliers, qui est l'entraînement, la nutrition et le style de vie. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc vous avez le lien directement dans la description, on passe aux questions. Ce podcast-là, il traitera pas d'actualité, d'actualité. Ce sont des questions d'actualité dans le sens où c'est des questions que vous m'avez posées. Donc je vous avais mis un petit lien sur un formulaire anonyme, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de mettre votre email, ni votre nom, ni rien, de façon à pouvoir mettre des questions que vous n'oseriez pas poser, par exemple sur Facebook ou autre, parce que vous n'avez pas envie d'être identifié à cette problématique. J'ai décidé de faire ça parce que je pense qu'il y a des questions qui ne sont pas posées parce que les gens n'ont pas envie d'être identifiés à ça, parce que soit elles sont connues sur les réseaux sociaux, ça arrive assez régulièrement que je reçoive des mails de personnalités, entre guillemets, et qui me demandent de rester anonyme, etc. Et je pense que dans le lot, il y a aussi des personnes qui ne me posent pas de questions parce qu'elles ont peur d'être identifiées, et donc du coup ne passent pas à l'action. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis en place un formulaire où ni moi ni personne ne voit votre identité. Vous balancez votre question comme ça, et l'avantage c'est que vous allez avoir la réponse forcément en audio ou en vidéo, selon le médium que je souhaite utiliser pour répondre, mais surtout, ça pourra profiter à plein d'autres personnes qui peut-être auront la même problématique que vous. Donc vous avez le lien de toute façon encore une fois dans la même description que tout à l'heure. C'est un petit lien avec un formulaire où vous avez juste une case à remplir, c'est votre question. Vous cliquez sur envoyer et moi j'ai la liste des questions après. Ça me permet de pouvoir les traiter à peu près par thématique. Voilà. Donc deuxième petite chose par rapport à la motivation. Il y a beaucoup de personnes qui durant le confinement se sont largement démotivés, ou en tout cas ont remis en cause, ont remis en question leur intérêt pour la musculation, pour se mettre en forme. Ils ont commencé à un petit peu avoir des doutes, à quoi ça sert, pourquoi, mais à quoi bon, et en fait avoir plein de comme ça de petits parasites au niveau de leur esprit. Et donc, c'est des personnes qui ont du mal à s'y remettre parce qu'elles commencent plus ou moins à être convaincues que c'est pas la bonne voie pour elles. Et donc, du coup, ça commence un petit peu à créer une forme de malaise parce que elles trouvent pas réellement de sens à reprendre le sport, mais en même temps, elles s'acceptent pas réellement physiquement en train de se dégrader. Donc, il y a une espèce de balance comme ça qui est assez compliquée dans leur esprit. Je vais vous donner juste une petite phrase que j'ai notée, que j'ai vue nulle part, mais c'est moi qui y ai pensé, parce que souvent on essaye de trouver des raisonnements complexes par rapport à des problèmes qui sont, eux, complexes, mais on essaie de trouver des raisonnements qui sont tout aussi complexes que la problématique. Dites-vous bien une chose, c'est que
si vous voulez sortir de l'état dans lequel vous êtes au niveau de la motivation et tout, commencez par donner de la nourriture, de la nouvelle nourriture à votre esprit. Quand je dis de donner de la nourriture à votre esprit, c'est pas manger des oméga 3 ou manger plus de végétaux, et non, c'est pas comme ça que je vois les choses. Quand je vous parle de donner de la nourriture à votre esprit, c'est par exemple le fait de rédiger votre nouveau programme d'entraînement, c'est une forme de nourriture que vous donnez à votre esprit. Vous commencez à réhabituer comme ça, vous remettre dans une forme de dynamique. Quand vous sortez de chez vous et que vous allez, par exemple, vous promener ou vous allez jusqu'à la barre de traction la plus proche de chez vous pour faire un petit peu de sport, c'est pareil, vous donnez de la nourriture à votre esprit, vous le réhabituez à prendre des habitudes, à travailler, etc. Et quand vous lui donnez pas cette nourriture-là, cette nourriture qui est souvent issue de la nouveauté, ou en tout cas de quelque chose qui casse la routine, eh ben ça va vous mettre dans un nouvel état d'esprit. C'est un petit peu comme, comment dire, et je veux pas rentrer dans le développement personnel parce que c'est pas du tout ma voie et en plus j'y crois pas du tout, mais quand vous démarrez en fait prenez un exemple concret, vous êtes dans un état où vous n'arrivez pas à couper par exemple du boulot, vous n'arrivez pas à couper d'une problématique X ou Y. Si vous vous mettez, je sais pas, sur la terrasse d'un café avec vos amis, vous allez voir que votre esprit va commencer à fonctionner un peu différemment. Parce qu'il va y avoir des interactions, et même pendant ces interactions, vous allez trouver des réponses par rapport à des propres questions, par le simple fait d'échanger avec la personne. C'est pas la personne en face qui va vous donner la réponse, mais c'est le fruit de l'échange qui va vous amener à, à trouver certaines réponses. Et bien en fait, ça se passe un petit peu pareil quand vous faites une nouvelle activité ou que vous vous dites, bon, ok, aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de m'entraîner, faut pas que je m'attarde sur cet état d'esprit-là, je vais juste me rendre à la salle d'entraînement, ou jusqu'à la barre de traction la plus proche, ou jusqu'à je ne sais pas où pour faire du sport, et laisser faire en fait les choses. Et vous allez voir que ça va donner en fait une forme de nourriture à votre esprit, à votre façon de penser, et ça va en découler il va en découler une certaine motivation pour l'avenir, pour les autres séances, etc. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à en sortir parce qu'ils n'arrivent pas à donner de la nouvelle nourriture à leur esprit. Et pour ça, il faut simplement se barrer et se mettre dans une condition autre que celle qu'on a au quotidien et qui nous a conduit à avoir justement cette démotivation. Moi, je pense que en fait, on est un petit peu entre guillemets, pendant le confinement, les personnes qui n'avaient pas accès à du matos, à des entraînements et tout ça, se sont un petit peu carencées en termes de nourriture par rapport au monde du sport, et il faut les renourrir, en fait, tout simplement, en se remettant dans ce bain-là. Donc il y a diverses techniques pour ça. Regarder des vidéos formation, regarder, écouter des podcasts sur le sujet, regarder des photos d'athlètes en mouvement, etc., juste pour recréer au niveau du cerveau des formes de connexion, on va dire, avec cette passion qui vous animait juste avant. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse que je voulais faire. Première question que j'ai envie de traiter avec vous, c'est une question que j'ai reçue sur ce fameux formulaire anonyme, qui est: quelle masse musculaire en kilos as-tu pris depuis tes débuts? Combien pèses-tu par rapport à ta taille? Bon, combien pèses-tu par rapport à ta taille? Ça varie. Je peux être au plus lourd, entre guillemets, je suis à 75 kilos, et au plus léger, je vais être à 71, entre guillemets. Entre guillemets, mais en général. Donc entre 71 et 75 kilos, c'est à peu près la fourchette de poids que je vais parcourir tout au long de l'année pour 1m75. Voilà. Donc, initialement, ta question, la première partie de ta question, c'était: quelle masse musculaire en kilos as-tu pris depuis tes débuts? Eh bien, je vais te dire une chose, c'est que je n'en sais strictement rien, puisque j'ai démarré ma progression en musculation en étant en surpoids. C'est-à-dire que moi, quand j'ai démarré l'entraînement, quand j'ai démarré ma vraie transformation physique plutôt, je pesais 92 kilos, j'étais gras, et quand je dis gras, c'était que, oui, j'étais en surpoids. Et quand j'ai démarré mon entraînement et ma diète pour me remettre en forme, mon physique a changé, donc c'est fortement dessiné, j'ai pris de la masse musculaire, mais j'ai aussi perdu beaucoup de gras. Donc c'est un petit peu les avantages du démarrage en musculation, c'est qu'on peut travailler sur ces deux facteurs-là, alors que quand on devient pratiquant avancé, c'est assez compliqué de perdre de la graisse tout en prenant de la masse musculaire. Mais quand on démarre l'entraînement, ça se fait assez, je vais pas dire facilement, ça se fait assez facilement si on a d'entrée de jeu
comment dire, les bons outils. Si on a les mauvais outils, ça marchera pas. Mais si on a d'entrée de jeu les bons outils, ça marche franchement assez vite et assez bien. Donc je ne peux pas te dire combien de kilos de masse musculaire j'ai pris, étant donné que moi j'ai perdu du poids. J'étais à 92, je suis descendu la première fois à 69, puis après tout doucement je suis remonté 70, 71, 72, etc. Mais ça oscillait toujours, parce que à 75, évidemment, je suis beaucoup plus voilé et moins dessiné que quand je suis à 71. Donc, combien de kilos de masse musculaire j'ai pris, je n'en sais rien, puisque j'ai pas démarré d'un poids d'une... J'étais pas fin, j'étais pas maigre, en fait. Donc, du coup, je ne pourrais pas te dire après. Ce que tu peux faire, c'est que pour te donner une idée, je pense que tu veux te donner une idée par rapport à toi, plus ou moins. Dis-toi une chose, c'est que moi je mesure 1m75, au plus lourd je suis à 75 kg tout en ayant les abdos apparents, et à 71 c'est là où je suis bien sec, c'est-à-dire que je suis vraiment à un taux de gras en dessous des 10%. Donc du coup tu peux te dire, en examinant une photo de moi quand je suis sec, est-ce que ça te ressemble, est-ce que ça te ressemble pas, et te faire, par exemple, si toi t'es à, je sais pas, 67 kilos ou 65 kilos pour 1m75, eh ben, tu peux te dire que j'ai 5 kilos de plus que toi. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est assez difficile à expliquer. Il y en a qui vont vous dire on est tous différents. Bon, à partir du moment où tu mesures la même taille et tout, c'est un petit peu, sauf si t'es très large d'épaule, etc. Mais bon, ça va pas te rajouter des dizaines de kilos en plus. C'est quand même un bon indicateur. Donc tu peux un petit peu jauger par rapport à ça, et par rapport au pourcentage de graisse et tout ça, mais je ne pourrais pas te dire combien de kilos j'ai pu prendre en termes de masse musculaire, puisque moi ça n'a pas été une progression, on va dire, à la hausse. Ça a plutôt été une progression, d'abord à la baisse, puis après un petit peu à la hausse. Ça a été un peu en dents de scie, dans le sens où j'ai dû perdre beaucoup de graisse avant d'apercevoir finalement le physique que j'avais pu construire. Donc le poids de corps pour moi n'a pas été un repère fiable et motivant, on va dire, en termes de prise de masse musculaire. Deuxième question, bonjour Théo, ma question concerne le ralentissement du métabolisme. Est-il possible d'avoir un métabolisme complètement bloqué en ayant un taux de gras assez élevé, au-dessus de 15% par exemple? En d'autres termes, est-ce qu'une stagnation à un taux de gras élevé peut signifier un métabolisme très ralenti, même si l'on est encore très gras? Moi, je vais te répondre assez simplement. Je n'ai pas vu mon métabolisme se bloquer lors de ma première perte de graisse, et j'étais au-dessus certainement des 15%. J'ai perdu du gras assez facilement, entre guillemets, parce que j'avais une diète qui était assez bien construite. J'en ai déjà parlé sur le site. Enfin bon, voilà quoi. J'en ai même fait 3 heures de contenu. Vous avez le lien encore une fois en description pour expliquer comment je fonctionne. Mais il y a cette idée, et à mon sens, et je suis relativement convaincu de ça, que je ne suis pas descendu à l'extrême, c'est-à-dire que je suis pas allé en dessous de mon métabolisme basal, c'est-à-dire que je suis pas allé plus bas que ce que mon corps consomme, entre guillemets, tourne, la vitesse métabolique que j'ai au repos, sans rien faire de la journée, ni bouger, ni m'activer, ni rien, donc je ne suis pas allé en dessous de ça au niveau des apports caloriques. Par contre, j'ai fait pas mal de sport, donc je m'entraînais beaucoup en lourd, je faisais un petit peu de cardio, je faisais beaucoup d'abdos, mais je n'avais pas, si vous voulez, cette approche extrême au niveau de l'alimentation, de réduire à l'extrême. Moi, je suis plutôt pour la pratique des régimes très pauvres en glucides, et j'étais assez conscient qu'il fallait que je recharge régulièrement pour ne pas créer cette habitude et laisser mon corps s'habituer à une forme alimentaire, à un apport calorique stable trop longtemps. Si vous voulez, moi je vois un petit peu, pour imager, même si ça veut plus ou moins rien dire, mais pour imager, je vois un petit peu la diète comme l'entraînement. C'est-à-dire que l'entraînement, si toute l'année, pendant des années, vous faites le même programme d'entraînement, au bout d'un moment, vos muscles ils sont tellement habitués à faire ce que vous faites qu'ils ont plus envie de se développer, vous avez même plus de courbatures. Enfin voilà, si vous voulez, vous rentrez dans une espèce de confort d'entraînement où votre corps il a créé un tel confort pour reproduire les nouveaux entraînements qu'il
il y a plus d'effet en fait, il y a plus de progression. Donc en muscu, vous êtes obligé de varier, de changer régulièrement, de choquer, comme pourraient dire certains, pour avancer. Et moi, je suis assez convaincu que c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous êtes tout le temps à faire la même chose, au bout d'un moment, vous allez être très bon à faire cette chose-là, mais si vous voulez passer une étape supérieure, ça marchera pas parce que vous êtes bon que dans ce que vous faites. Et en fait, au niveau de la diète, c'est la même chose. C'est que à vous habituer tout le temps à suivre un régime assez pauvre, d'ailleurs, si vous voulez perdre de la graisse, au bout d'un moment, votre corps, en fait, il va s'adapter à ça. C'est-à-dire qu'il va réduire tous les postes de dépenses, donc les postes de dépenses les plus taxants au niveau de la vitalité, de l'énergie, et donc du coup s'habituer pour que son état devienne confortable par rapport à ce que vous mangez. Et moi, là où justement on vient apporter on vient faire un strike en fait dans cette approche-là, c'est qu'on va intégrer des cheat meals périodiquement, intelligemment, et pas uniquement pour se faire plaisir, mais aussi pour que ça ait un but. Alors j'utilise le terme cheat meal tout simplement parce qu'il parle plus aux gens. Avant, on allait parler de faire une recharge, de relancer un petit peu le métabolisme. Aujourd'hui, le mot cheat meal, il est beaucoup plus utilisé. Mais on peut faire un mauvais cheat meal pour relancer son métabolisme. Par exemple, une personne qui ferait un cheat meal à base de beaucoup de graisse, quand il est en régime de perte de graisse, justement, il va pas en profiter, parce que souvent, le cheat meal a pour but de venir élever, on va dire, l'apport en hydrate de carbone, en glucides, parce que c'est sur ce nutriment qu'on va le plus agir lors d'une sèche. Enfin, en tout cas, moi, il y en a qui font comme ils veulent. Moi, je sais que j'ai pu essayer des tas de régimes. C'est cette approche qui fonctionne pour moi, qui a fonctionné pour beaucoup de personnes qui m'écoutent, et donc c'est comme ça que moi je fonctionne. Et cette approche-là permet justement de ne pas avoir le métabolisme qui se bloque, et après c'est à chacun de trouver la fréquence. Mais là, il faut pas tomber dans le piège. Beaucoup de personnes stagnent aussi au régime, ont le métabolisme qui bloque, parce qu'en fait ils sont pas vraiment au régime, ou alors ils ont des tas d'erreurs. Et là, je vous renvoie justement à cette fameuse vidéo qui est linkée là dans la description, qui est Agir correctement, 56 erreurs à éviter en musculation. Donc pour te répondre simplement, quand on est au-dessus des 15% de taux de gras, à moins que tu partes d'extrêmement loin, c'est-à-dire d'un fort surpoids, je ne pense pas honnêtement que tu puisses stagner, parce que tu as encore pas mal de réserves. Alors c'est possible si vraiment tu t'es mis à un régime trop carencé. C'est-à-dire que tu t'es mis du jour au lendemain à donner à peine 1000, 1200 ou 1500 calories, alors que ton métabolisme de base en brûle déjà 1600, 1800, et ça fait longtemps que tu es dans cette configuration-là. C'est possible. Mais après, il faut voir tous les autres facteurs. Il ne faut pas travailler essentiellement sur la diététique, il faut voir aussi ce que tu fais de tes journées. Et par rapport au métabolisme, il y a quelque chose que je voulais vous partager aujourd'hui rapidement. On parle beaucoup de génétique. Vous avez tous autour de vous des personnes qui mangent beaucoup plus confortablement que vous et qui ont un physique plus mince que vous. Quand je dis plus mince, c'est plus maigre, qui ont beaucoup plus de facilité à avoir les abdos, qui quand ils s'entraînent sont mieux dessinés, etc. Et ces personnes-là, un petit peu, vous vous dites, elles ont de la chance parce que si vous faisiez ce qu'elles font, vous seriez certainement en surpoids, même en faisant de la muscu et tout ça. Et en fait, le confinement m'a montré, alors d'habitude par une simple occurrence, et puis après par une récurrence, on va dire, que finalement ces bonnes génétiques, elles sont pas si bonnes que ça. J'ai remarqué que autour de moi, j'ai 3 personnes qui ont alors je vais pas dire un physique ultra dessiné, etc., mais des personnes qui peuvent manger comme elles veulent et avoir un physique plutôt équilibré par rapport à ce qu'elles mangent. C'est toujours pareil, par rapport à ce qu'elles mangent, je trouvais qu'elles étaient plutôt bien gâtées par la nature, plutôt bien récompensées par leur génétique. Le confinement a un petit peu changé la donne, et en fait en analysant un petit peu ça, plus après de nombreuses consultations que j'ai pu avoir qui m'ont rapporté la même problématique, c'est que ces personnes-là, en fait, ce sont des personnes qui sont plutôt actives, on va dire au quotidien, dans le sens où elles vont avoir un métier non pas forcément très physique, mais juste où elles vont être régulièrement debout, à faire quelques pas et tout ça. Et donc ces personnes-là, c'est des personnes qui, durant le confinement, elles ont toutes pris du gras. Et je pense que pour ces personnes-là, ça va être relativement difficile de le perdre, parce que le simple fait de se remettre à bosser, elles vont commencer à brûler un peu plus, mais quand même, ça va être compliqué, parce que si elles comptent que sur ça pour le perdre, ça va être un petit peu plus long. Donc il y a cette idée de bonne génétique, mauvaise génétique. Je pense pas qu'il y ait que cette idée de bonne génétique. Et c'est pour ça que j'ai ajouté ce 3e pilier depuis des années à mon approche, qui est le style de vie.
ce sont des personnes qui, dans leur style de vie, dans leur habitude de bouger au quotidien, dans leur quotidien tout simplement, ce qu'elles font du matin au soir, elles ont un rythme au niveau de l'activité de leur corps qui est beaucoup plus élevé que certaines personnes. Et même s'il n'est pas beaucoup plus élevé, sur l'échelle d'une année, il représente suffisamment de dépenses pour qu'elles puissent se permettre de manger plus confortablement que vous, donc de moins avoir l'impression de faire attention. Par contre, aujourd'hui, c'est très compliqué pour elles de commencer à faire attention, parce qu'elles n'ont jamais eu l'habitude de le faire, elles n'en ont jamais eu besoin, et donc du coup, se mettre au régime un petit peu forcé comme ça avant l'été, ça va être compliqué. Donc pour ces personnes-là, si elles veulent récupérer rapidement un bon physique pour l'été, il va falloir vraiment faire des efforts au niveau nutrition, en plus de votre bon style de vie, parce que c'est vraiment là-dessus que vous avez besoin de travailler, étant donné que c'est pas quelque chose que vous avez dû faire, on va dire, par le passé. Donc pour te dire, le ralentissement métabolique, il faut voir déjà si c'est pas le régime qui est trop riche et donc du coup t'as atteint un plateau au niveau de la dépense calorique, etc. et de ce que tu mangeais, donc du coup il faut que tu descendes encore un petit peu tes calories, soit vraiment t'es arrivé dans une stagnation, mais encore une fois, quand le métabolisme ralentit comme ça, tu le sais par divers symptômes, hein. T'es beaucoup plus fatigué, tu progresses plus avec les charges d'entraînement, t'es irritable, t'as une humeur plutôt dépressive, entre guillemets, tu vas commencer à avoir des problèmes de digestion et tout ça, parce que ton métabolisme, il pétarade en fait, il est pas en vitesse de croisière, tu vas rapidement arriver à son maxi. En fait, tu vas rapidement le purger assez tôt dans la journée, donc du coup, ça va être assez compliqué de tenir des journées très actives. Ça n'a rien à voir, en fait, un métabolisme bloqué par rapport à une perte de poids bloquée. Une perte de poids bloquée n'est pas forcément un métabolisme bloqué. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est peut-être que tu es arrivé à un stade où ta dépense calorique, c'est-à-dire le taux d'activité que tu as dans le quotidien par rapport à ce que tu manges, tu es dans un tel confort que ton corps n'a pas besoin de détacher du gras. Faut pas oublier que le gras est quelque chose que, pour l'utiliser, il faut se remettre dans des configurations. Le gras est fait pour nous protéger, c'est-à-dire il est fait pour être utilisé dans des moments où on en a besoin, c'est-à-dire des moments où on trouve pas de nourriture, ou alors on va avoir une forte dépense énergétique et donc du coup il va être libéré. Il faut travailler là-dessus en fait. Est-ce que dans ta journée tu as des opportunités de perdre du gras ? Donc des moments où je vais pas dire tu crèves la dalle, mais des moments où tu ne manges pas et des moments où tu te dépenses. Si tu n'as pas ou peu de ces opportunités, c'est compliqué en mangeant toutes les 3 heures, même en ayant une diète stricte, de continuer à perdre du gras pendant longtemps. Et le bodybuilder, le culturiste, en fait, il crée des opportunités comme ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire du cardio à jeun, donc une opportunité. Il va faire de la musculation, une autre opportunité. Il va réduire drastiquement les aliments les plus denses en énergie, ça c'est encore une autre opportunité. Donc il va se créer dans sa diète plusieurs opportunités, sans le savoir réellement, hein, pour perdre le plus de gras. Donc certes, il y a des approches qui sont plus catabolisantes pour le muscle que d'autres, mais lui, son objectif, c'est de descendre son taux de gras. Donc je pense que cette idée de métabolisme bloqué, il faut réussir à le différencier, et ça c'est par les symptômes, d'un métabolisme qui est juste... qui fonctionne un petit peu dans un mode confort, donc il n'a pas besoin d'ajouter du gras, mais il n'a pas besoin non plus d'en détacher. Donc moi, je pense que plus le taux de gras actuel est élevé, moins il a de chance, moins on a de chance d'avoir un métabolisme bloqué. Souvent, le métabolisme se bloque quand on atteint ce fameux fil de rasoir que j'appelle, le fil du rasoir étant le taux de gras optimal où on fonctionne encore bien au niveau énergétique, hormonal, etc., mais même au niveau de l'entraînement. Quand on descend en dessous qu'on perd l'équilibre sur ce fil du rasoir, qu'on bascule trop bas, et ben c'est là où on commence à avoir des effets secondaires un peu négatifs, on peut avoir beaucoup plus de risques que justement le métabolisme se bloque et donc ralentisse la sèche, catabolise beaucoup au niveau du muscle, on se sent fatigué, etc. Donc il faut vraiment jauger en fonction de ça, mais plus on a d'énergie stockée, donc sous forme de tissu adipeux, encore une fois, il faut bien prendre en compte que les perturbations du quotidien ont fait qu'on a de plus en plus de mal à utiliser ces graisses de réserve, donc il faut apprendre à son corps à les utiliser. Donc au début c'est assez peu confortable, hein, faire du sport à jeun par exemple, c'est demander à son corps d'utiliser ces graisses de réserve. Au début les gens n'y arrivent pas, hein. Enfin n'y arrivent pas, disons que c'est assez compliqué, ils se sentent pas bien, ils font des hypoglycémies, parce que leur corps est tellement habitué à fonctionner avec un apport énergétique
exogène, c'est-à-dire qui arrive de l'extérieur par l'alimentation, et assez peu de facilité à utiliser l'énergie endogène, entre guillemets, donc l'énergie stockée, l'énergie qu'on a autour du bide ou sous forme de tissu adipeux ou dans les cuisses ou autre. Et donc du coup, cette période où on va essayer d'apprendre à son corps à utiliser ça va être assez désagréable, on va se sentir un petit peu à plat et tout, mais au bout d'un moment, ça fonctionne un petit peu mieux. Donc voilà, je vais essayer de répondre de façon un petit peu plus argumentée que quelqu'un qui t'aurait dit non ou oui, ça dépend. Mais voilà, je t'ai donné une réponse un petit peu plus argumentée. Cinquième point, cinquième point du podcast qui est la troisième question. Comment, une fois un objectif de diète atteint, peut-on revenir à une alimentation plus normale, moins restrictive, sans pour autant reprendre les kilos de gras perdus ? Eh ben en fait, ça c'est relativement simple. Quand tu as une diète qui t'a conduit à être en surpoids, c'était une diète qui n'était pas faite pour toi. Si tu as pris beaucoup de kilos en prise de masse de graisse, ça veut dire que tu as mal géré ta prise de masse, et donc du coup tu t'es laissé enfler sans faire attention à ton tour de taille, etc. Mais bon, ça peut être également une personne qui, moi je vais prendre mon propre exemple, quand j'ai fait mon régime, le premier que j'ai fait, qui m'a fait perdre 23 kilos de graisse, probablement un petit peu de muscle aussi, mais surtout beaucoup de graisse, ce régime-là, que j'ai suivi avant de perdre ma graisse, en aucun cas c'est un régime que j'ai voulu reprendre. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'était celui qui m'avait conduit à être en surpoids, donc j'avais aucune raison de reprendre un régime qui m'avait fait prendre du poids après ma sèche. Enfin, il y a une forme d'incohérence en fait. Beaucoup de personnes attendent de pouvoir remanger normalement après leur diète, mais non, s'ils le font, c'est juste se dire, ok, si je remange normalement, je vais juste revenir au point de départ. Donc j'aurais juste passé quelques semaines, quelques mois secs, le temps du régime, mais bon, après, je vais reprendre une alimentation comme avant, et donc redevenir gras, et donc c'est un cercle vicieux en fait. Moi, je voulais pas cette approche. Mon but, c'était d'avoir des abdos apparents toute l'année. Mon but était de créer ça a été ça la plus grande partie de mon travail, ça a été de créer un plan, un schéma, une approche qui, me permettait de ne plus être en surpoids comme j'ai pu l'être, 2, avoir des abdos apparents, 3, prendre de la masse musculaire quand même, 4, ne pas me couper de la vie sociale, parce que moi, c'est là que je pense qu'il y a un gros travail à faire, on peut très bien avoir un super physique et tout, mais vous vous rendez compte que la personne, elle vit dans une espèce de bulle où elle se coupe de tout. Donc, c'est-à-dire pas de resto, pas de barbecue entre amis, etc. Tout est calculé, en fait. Elle va rien faire de sa vie, entre guillemets, hein. Enfin, autre que prendre soin de son corps. Et moi, ça, c'était une problématique que je voulais traiter. C'est-à-dire que j'ai jamais eu envie, et c'était vraiment un point sur lequel je voulais travailler. J'ai pas eu envie de me couper de mes amis. Donc, si jamais j'étais invité en pleine semaine, il fallait que je puisse y aller sans culpabiliser. Donc, tout ça, il fallait que je crée des plans, en fait, des approches. Bon, je vais pas vous les détailler ici, mais je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur le site. Et moi, j'ai des approches par rapport à toutes les problématiques, parce que c'est justement ça a été une des conditions pour lesquelles je m'engageais dans cette transformation pour garder les abdos apparents tout le temps. Et si tu veux, par rapport à ta question que tu me poses là, quand on a une alimentation restrictive, qu'on commence à faire attention, et comme tu dis, une fois l'objectif de diète atteint, donc ça veut dire que tu as un objectif physique qui te convient, comment tu fais pour remanger derrière ? Eh bien en fait, il faut profiter du temps que tu as passé en diète. Donc c'est-à-dire que durant ta diète, tu as certainement pris plein de bonnes habitudes. Manger plus de végétaux, calmer un petit peu l'apport en glucides, etc. pour avoir plus un plus gros potentiel on va dire entre guillemets, de brûlage de graisse, si je pourrais dire ça comme ça. Et bien en fait, il faut que tu gardes ces habitudes-là et que tu viennes y greffer un petit peu plus de densité énergétique. Exemple. Tu avais une diète trop pauvre en calories pour tenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux relancer une progression ou ne plus être au régime, eh ben en fait, il faut que tu gardes la structure de ta diète de sèche, mais que tu y incorpores correctement un petit peu plus de densité énergétique. Je te donne un exemple. Si tu avais un petit déjeuner avec assez peu de glucides, eh ben tu peux monter un petit peu ces glucides, mais par contre, il faut que tu fasses attention à l'origine. C'est-à-dire que manger normalement, si pour toi, c'est réincorporer par exemple du pain, du beurre et de la confiture au petit déjeuner, ben tu vas rapidement reglisser vers une pente qui va pas te plaire. Par contre, si tu me dis remanger plus normalement, c'est-à-dire pour toi la normalité étant de nourrir ton corps
correctement, c'est-à-dire de ne plus lui demander de brûler du gras, mais de brûler ce que tu consommes, c'est-à-dire d'avoir une espèce de boucle comme ça, tu manges, tu brûles ce que tu manges, etc. Donc tu stagnes au niveau physique, mais enfin tu stagnes, tu ne prends pas de gras, tu n'en perds pas, mais tu n'as pas faim toute la journée, tu n'es pas fatigué par un régime et tout. Là, il faut que tu dois, enfin ta normalité, c'est ça en fait. La normalité, c'est de trouver une approche qui te permette de pouvoir faire ça. Et pour pouvoir faire ça, forcément, il faut pas consommer des mauvais aliments. Parce que si tu t'amuses à consommer du pain blanc ou même du pain complet, parce que beaucoup de personnes ont encore cette notion de pain complet, je me demande qui aujourd'hui recommande encore le pain complet comme aliment sain. Je sais pas qui le fait, mais enfin, on est en 2020, je comprends pas que des gens puissent encore le recommander comme aliment sain, en fait, je vous parle, attention, je vous parle pour être sec et tout ça. Pour être sec, pour le pratiquant de muscu. Je vois pas en quoi on peut. Enfin bon, bref, je vais pas m'attarder sur le sujet. Il y a encore des problématiques même en 2020. Mais donc du coup, tu ne peux pas réintégrer ce genre d'aliments. C'est-à-dire que si tu veux conserver un bon physique, c'est un petit peu ce que j'expliquais dans justement cette formation Agir correctement. Il faut que tu sois prêt à encaisser les problèmes que tu vas rencontrer. Tu veux manger plus normalement, ok, mais voilà les problèmes que tu vas rencontrer. Si tu veux rester en forme avec une alimentation plus normale, il va falloir que tu évites de manger des aliments qui ont un fort potentiel à te faire prendre du gras. Les index glycémiques élevés, les fortes charges glycémiques, une forte charge glycémique en fin de journée, quand tu vas être peu actif au repos. Moi je fais pas partie des gens qui te diront tu peux manger des grosses quantités de glucides le soir du moment que ça rentre dans tes macros. Je n'y crois pas du tout. Et même physiologiquement parlant, ça a été démontré que ça ne marchait pas en fait. Quand ils ont fait des tests entre des gens qui ont mangé la même quantité de glucides tôt dans la journée ou tard dans la journée, ça n'était pas du tout, il se passait pas du tout les mêmes résultats au niveau métabolique, répartition des graisses, etc. C'était pas du tout la même chose. Donc il y a une approche de terrain qui confirme que c'est pas bon et une approche scientifique qui le confirme aussi. Donc je pense que quand on a les deux trucs qui vérifient la chose entre guillemets, moi j'ai plutôt tendance à appuyer là-dessus en te disant qu'il faut mieux avoir une bonne approche au niveau des répartitions. Bref, c'est pas le sujet ici, mais tu peux remanger normalement au niveau du fonctionnement métabolique, c'est-à-dire que tu peux réinclure des calories, mais encore une fois, il va falloir que tu t'attardes sur les bonnes quantités, la bonne qualité également, mais surtout que tu n'oublies pas ce que tu as fait durant ton régime. C'est-à-dire que si tu as une approche saine, profite du temps que tu as eu à t'habituer à faire des bonnes courses, parce que forcément si tu as fait une diète, tu as peut-être acheté des bons aliments, tu t'es habitué à faire des listes de courses plus saines et tout ça, donc profites-en pour garder cette habitude qui commence à être ancrée en toi. Deuxième point, étant donné que tu t'es privé certainement de beaucoup de féculents durant ton régime, réintègre les bons. Donc les bons, je vais pas te faire la liste ici, mais ne reprends pas tes mauvaises anciennes habitudes, ne reprends pas ton riz blanc premier prix, ne reprends pas tes pâtes, même tes pâtes complètes. Essaye de travailler plutôt sur des sources alimentaires plus saines, des légumineuses, peut-être un peu de riz basmati, parfois du riz complet. Essaye pourquoi pas du pain de sarrasin, essaye pourquoi pas de la patate douce. Voilà, mais vraiment essaye d'avoir cette approche différente où tu vas manger à ta faim, mais par contre les bons aliments. Voilà. Donc je m'arrête ici pour ce podcast. Pour poser votre question, vous avez le lien en description pour ce fameux formulaire anonyme. Deuxième notification, vous avez également le Agir correctement, 56 erreurs à éviter en muscu, vous avez le lien. Et pour tous ceux qui sont intéressés par mon approche pour perdre de la graisse, etc., le style de vie, tout ça, ce que j'ai mis en place, vous avez également le lien qui s'appelle 3 heures de formation sur la perte de graisse, rester sec, entre guillemets. Donc voilà, vous cliquez sur le lien, vous allez accéder à tout ça. Enfin bon, je vais pas vous faire le détail, c'est bon, vous connaissez la musique maintenant. En tout cas, pour tous ceux qui vont reprendre en salle, je vous invite à me faire un petit retour, de voir comment ça se passe. Vous m'envoyez un petit message pour me dire, voilà, en salle, il y avait du monde, il y avait personne, vos problématiques, vos ressentis, comment vous vous sentez, mettez-le en commentaire du podcast, ça peut aider, ça peut moi m'éclairer, puisque moi maintenant, vous savez, je suis devenu vraiment autonome de ce côté-là. D'ailleurs, j'ai reçu mon landmine là de chez les Allemands là que j'ai commandé, avec une poignée de tirage, etc., pour pouvoir faire des rowing, des squats, tout un tas de mouvements nouveaux à la maison.
Et donc du coup, voilà, moi ça m'intéresse d'avoir vos retours par rapport à cette fameuse reprise. Est-ce que vous êtes anxieux de reprendre? Est-ce que vous êtes pressé? Etc., etc. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont lancés ce fameux défi d'être sec en 20 jours avec le peu de temps qu'ils ont avant l'été. J'ai donné 2-3 petites pistes de réponse dans cet épisode, et puis vous pouvez voir la suite sur le site ou dans d'autres podcasts. Voilà, sinon on se dit à jeudi pour la vidéo du jeudi, à dimanche pour la formation, et en description pour tous ceux qui basculent sur du concret tout de suite. Bye bye. Non, non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.